Un soir, au milieu d'une tempête, Thomas Curie, un gardien de phare, découvre une femme échouée sur la plage avec un ventre blessé. Thomas amène la femme chez lui. Le lendemain matin, la femme se réveille avec le ventre déjà bandé. Thomas lui offre tout ce dont elle a besoin. La femme dit que son nom est Atlana, la reine du royaume d'Atlantis. Jour après jour, Thomas et Atlana se rapprochent. Atlana abandonne son monde car elle refuse d'être mariée au roi Orvax. En fait, Atlana trouve son véritable amour sur la terre ferme avec Thomas. Ils finissent par avoir un fils qu'ils nomment Arthur. Un matin, Atlana raconte la légende du roi Atlan d'Atlantis et de son puissant trident. Soudain, quelques soldats marins attaquent leur maison. Ils sont envoyés par le roi Orvax, le futur mari d'Atlana, pour ramener Atlana à Atlantis. Thomas refuse d'accepter cela et combat tous les soldats avec le trident qui lui appartient. Cependant, Atlana sait que le roi Orvax ne va pas abandonner si facilement pour la ramener. Elle décide donc de retourner au royaume d'Atlantis car elle ne veut pas mettre Thomas et Arthur en danger. Atlana promet à Thomas qu'un jour elle reviendra après que la situation soit sécurisée. Avant de partir, Atlana demande à Thomas de faire en sorte qu'Arthur se souvienne toujours d'elle. Un jour à l'école, Arthur participe à une visite à l'aquarium de Boston. Il est moqué par ses camarades parce qu'il parle aux poissons et comprend un requin. Arthur est attaqué par ses camarades et le requin heurte le verre de séparation, le fissurant. Tout le monde panique. Arthur lève les mains pour apaiser le requin. Cependant, la peur est grandiose lorsque les yeux d'Arthur se mettent à briller d'une lueur jaune et tous les poissons de l'aquarium semblent se soumettre à lui. 20 ans plus tard, en pleine mer, un navire pirate attaque un sous-marin russe. Les pirates neutralisent plusieurs membres de l'équipage. Le pirate est réalisé par Black Manta. Le capitaine du sous-marin annonce qu'ils ont envoyé un message à quelqu'un. Black Manta tue alors le capitaine du sous-marin. Black Manta indique que d'autres membres de l'équipage se cachent dans une partie du navire. Jesse, le fils de Black Manta, héritier d'un couteau de son grand-père. Le radar du navire détecte un mouvement étrange qui s'approche. Soudain, le navire tremble. Un membre d'équipage informe que cela ressemble à un humain. Cet homme est surnommé Aquaman. Aquaman soulève alors le sous-marin vers la surface et neutralise tous les hommes de Black Manta. Aquaman aide ensuite les membres de l'équipage qui se cachent. Pendant l'évacuation, Aquaman est attaqué par Black Manta, qui le poignarde avec son couteau. Aquaman parvient à briser l'un des couteaux et met Black Manta hors d'état de nuire. Cependant, Black Manta tire une énorme balle sur Aquaman, pensant l'avoir vaincu, mais Aquaman reste debout. Lorsque Black Manta tente de recharger son arme, Aquaman lance un morceau de métal qui se plante dans l'épaule de Jesse. Black Manta crie en voyant son père souffrir. Aquaman réalise alors qu'ils sont père et fils. Il retire le tuyau de l'épaule de Jesse et leur ordonne de quitter le navire par leurs propres moyens. Black Manta ne permet pas à Aquaman de partir et lui tire dessus, mais la balle manque sa cible et touche un tuyau, provoquant une fuite d'eau qui écrase la jambe de Jesse. L'eau commence à envahir le navire. Black Manta demande de l'aide à Aquaman pour déplacer le tuyau, mais Aquaman les abandonne. CC, un autre personnage, demande à Black Manta de s'enfuir. Au moins l'un d'eux doit survivre pour se venger. Black Manta refuse de laisser son père derrière lui, alors CC prend une bombe pour forcer Jesse à partir avant l'explosion. Dans une autre scène, Thomas attend toujours Atlana au bord du quai, mais elle ne revient pas. Thomas finit par rencontrer son fils. Arthur est en fait Aquaman lui-même. Tom invite Arthur à prendre le petit déjeuner dans un restaurant où la télévision diffuse des nouvelles sur le détournement d'un sous-marin et le sauvetage effectué par Aquaman. Tom devine immédiatement que l'Aquaman a mentionné est son fils, mais Arthur le nie. À un endroit dans l'océan Atlantique, le roi Orm, dirigeant du royaume d'Atlantis, rencontre le roi Neureux, chef du royaume de Sabre. Orm, accompagné de Vulco, conseiller royal, se réunit dans les ruines de l'ancien royaume d'Atlantide, où cet royaume marin se rassemblait autrefois. Orm déclare que les humains sur la terre ferme commencent à menacer le royaume sous-marin et souhaite convaincre Neureux de s'unir pour lutter contre eux. Il envisage de rassembler tous les royaumes marins pour combattre les humains. Orm tente d'abord de persuader Néré, le roi du royaume Z, de se joindre à lui. Neureux lui fait savoir qu'Orm doit au moins unir 4 des 7 royaumes marins pour pouvoir commencer une attaque contre la Terre. Une fois qu'Orm aura réussi à rassembler ses royaumes, il sera couronné roi des mers et commandera la plus puissante armée du monde. Avec arrogance, Orm déclare que c'est son destin d'être le souverain des océans. Cependant, Néré conteste cette affirmation en révélant qu'il existe un jeune homme vivant sur Terre, ayant du sang royal, le fils d'Atlana, nommé Arthur. Orm reste silencieux et rejette cette idée, affirmant que son frère n'a jamais mis les pieds à Atlantis. Soudain, une explosion rétentive. C'est un tir de missile provenant d'un sous-marin humain. Orm aide alors Neureux à se mettre à l'abri des débris.
Les forces maritimes bombardent le sous-marin qui continue de tirer des missiles. Orm réussit finalement à détruire le vaisseau avec son trident. Suite à cet incident, Orm et Neureux conviennent d'attaquer les humains qui les ont agressés en premier. Dans une autre scène, alors qu'Arthur s'apprête à raccompagner son père chez lui, une femme aux cheveux rouges émerge de l'océan et invite Arthur à se rendre à Atlantis. Cette femme s'appelle Mera, la princesse du roi Néré. Arthur refuse bien sûr, car il avait déjà été approché par le conseiller royal Vulko, mais qu'il avait également décliné cette offre. Mera lui explique que le roi Orm, son frère, prévoit de déclencher une guerre contre les humains sur Terre, ce qui entraînera inévitablement la destruction des deux côtés. Arthur est le premier fils de la reine Atlana, et en tant que tel, il a plus de droit pour devenir roi d'Atlantis. Cependant, il ne se sent pas à la hauteur en raison de sa moitié humaine, et il semble que la reine Atlana désormais soit décédée. Mera ne perd pas espoir, et lui annonce que le conseiller Vulko a retrouvé l'emplacement du trident perdu d'Atlan. Si Arthur parvient à obtenir ce trident magique, tout le peuple d'Atlantis le fera respecter et il pourra devenir roi. Pourtant, Arthur n'est pas du tout intéressé par cela et choisit de partir. Dans une région de l'océan Nord, Arthur est assis seul sur la plage lorsqu'il est contacté par un groupe de soldats d'Atlantis via un hologramme d'eau. Il le remercie pour l'attaque du sous-marin de Black Manta qui s'est déroulée selon leur plan. Black Manta mentionne qu'un Atlante a tenté de l'arrêter pendant qu'il attaquait le navire. Orm réalise que celui qui a entravé ses plans est Arthur et lui offre une grosse somme d'argent en échange. Mais Black Manta refuse l'argent car il préfère tuer Aquaman. En rentrant chez lui, Arthur aperçoit des vagues montantes qui forment un tsunami dévastateur. Il tente d'échapper à la vague mais est projeté hors de sa voiture. Il cherche alors son père. Le tsunami commence à disparaître grâce au pouvoir de Mera qui parviennent à l'arrêter. Arthur sort son père de la voiture et Mera aide Tom à évacuer l'eau de son corps. Grâce à Mera, Tom est sauvé. Mera informe Arthur que le tsunami était l'œuvre du roi Orm et qu'il ne s'agissait que d'un avertissement. Des événements bien plus graves sont à venir. Le monde entier est en émoi après le tsunami, touchant presque tous les pays, avec des déchets polluant les plages. Un médecin nommé Stephen Shine déclare que ce n'est pas une catastrophe naturelle ordinaire, mais un avertissement des Atlantes. Il a longtemps étudié l'existence de l'Atlantide, mais personne ne le croit. Pendant ce temps, Arthur et Mera se préparent à se rendre à Atlantis. Arthur se souvient que c'est là qu'il a appris à nager avec Vulko, qui a promis à la reine Atlana de veiller sur lui. Vulko a non seulement appris à Arthur à nager, mais lui a également enseigné les arts martiaux. Ils plongent dans l'eau pour devenir des citoyens d'Atlantis, permettant ainsi à Arthur de respirer sous l'eau et de résister au froid et à la pression extrême. Il peut également voir dans l'obscurité des profondeurs marines. Arthur et Mera pénètrent dans la capitale d'Atlantis en utilisant un véhicule caché dans un conteneur. Pour entrer dans la ville, ils doivent traverser un ancien pont, le seul point d'entrée et de sortie de la capitale. Ils ne doivent pas sauter par-dessus les murs car il y a des canons prêts à tirer. En tant que princesse, Mera dispose d'un laissez-passer diplomatique qui facilite leur entrée. Ils se dirigent vers Como, situé au fond de l'océan où les nobles ne vont jamais, ce qui garantit la sécurité d'Arthur. Ils montent dans un vieux bateau où l'eau ne pénètre pas. Mera explique que seuls les nobles peuvent respirer aussi bien sur terre que sous l'eau. Là-bas, ils retrouvent Vulko qui les prépare pour leur voyage vers l'Atlantide où Orm prévoit d'attaquer la terre ferme après que les humains les aient attaqués en premier. Arthur ne croit pas que les humains considèrent encore Atlantis comme un simple conte de fées. Sur les lieux de l'attaque du sous-marin, il est convaincu, avec Mera, que les royaumes de Sabre et d'Atlantis s'unissent pour attaquer la terre ferme. Le roi Orm possède une flotte massive, ce qui lui permettra de convaincre facilement deux autres royaumes, le royaume des pêcheurs et le royaume de Brine, de se joindre à lui. Vulko explique qu'afin d'arrêter cette guerre, Arthur doit devenir roi et renverser Orm, car une fois qu'Orm sera au pouvoir, sa force sera inégalée. Arthur doute de sa capacité à devenir roi d'Atlantis en raison de ses origines terrestres. Vulko lui conseille alors de gagner le cœur du peuple et de retrouver le trident légendaire du roi Atlan, qui a été forgé par le meilleur forgeron de l'histoire et est fait d'un métal spécial. Ce trident a le pouvoir de gouverner toutes les créatures marines. Dans le passé, Atlantis était un royaume prospère sur Terre, mais son ambition excessive a conduit à sa chute, le royaume ayant sombré sous l'océan à cause d'une radiation. Les Atlantes qui sont tombés dans la mer ont évolué pour pouvoir respirer sous l'eau, certains d'entre eux se transformant même en monstres et formant leur propre royaume connu sous le nom de Trench. Depuis cet événement tragique, le roi Atlan et son trident n'ont jamais été revus. Vulko remet à Arthur un tube trouvé par une équipe d'archéologues atlantes, qui contient le dernier message du roi Atlan ainsi que des informations sur l'emplacement du trident. Alors qu'il s'apprête à remettre le tube, une explosion se produit. Des soldats arrivent pour capturer Arthur. Vulko et Mera se cachent rapidement. Arthur réussit à vaincre les soldats atlantes, mais il se trouve confronté à une unité d'élite qui se distingue par ses bras en métal renforcé,
capable de le frapper violemment et de le faire tomber. Pendant ce temps, Mera et Vulko réussissent à s'échapper. Arthur est finalement capturé et enchaîné devant le roi Orm. Mera et Vulko sont également présents. Orm révèle alors que Mera est fiancée à lui et exprime sa honte d'avoir un frère avec du sang mixte, ce qui le pousse à vouloir tuer Arthur. Arthur ne se laisse pas intimider. Il demande à Orm de libérer ses chaînes pour qu'il puisse s'affronter en 1 contre 1. Arthur déclare que son principal objectif en venant à Atlantis est d'arrêter son frère, qui s'apprête à déclarer la guerre aux humains sur Terre. Orm répond que les humains ont pollué les océans et tué les poissons, ce qui alimente sa haine envers eux. Il reproche à Arthur de ne pas défendre son propre peuple. Orm propose que s'ils s'affrontent, cela doit être un combat royal. Si Orm parvient à vaincre Arthur, alors tous les 7 royaumes marins devront le reconnaître comme le seul roi légitime d'Atlantis. Mera refusera cette idée, affirmant qu'Arthur est un imbécile qui ne mérite pas d'être combattu. Vulko ajoute qu'Arthur ne comprend pas leur culture, mais la haine entre les 2 frères est déjà bien enracinée. Orm dit qu'en cas de victoire d'Arthur, il mettra fin à la guerre, mais si Orm l'emporte, Arthur mourra. Orm ordonne alors à ses hommes de préparer l'arène de combat. Vulko reproche à Arthur de provoquer Orm en duel, lui rappelant qu'il est puissant sur terre mais pas dans l'eau, où Orm a vécu et combattu toute sa vie. Arthur se remémore les leçons de combat que Vulko lui a enseignées, notamment comment créer des tourbillons avec l'eau. Il se souvient également que Vulko lui avait raconté comment une fois, un enfant humain avait jeté Atlana dans un gouffre où permettaient les trench, des prédateurs marins. Vulko craint qu'Atlana ait été dévorée par ces créatures. Dans une autre scène, Orm offre à Mera un bracelet qui appartenait à leur mère. Mera rappelle à Orm que la reine Atlana ne serait pas heureuse de voir ses enfants se haïr mutuellement. Tout ce qu'Orm fait contredit les enseignements d'Atlana lorsqu'ils étaient enfants. Orm blâme sa mère pour avoir trahi Atlantis en donnant naissance à Arthur et exhorte Mera à ne pas suivre le chemin d'Atlana. Arthur arrive alors avec Vulko, tandis que Mera et Vulko décident de partir ensemble. Arthur s'approche d'Orm et lui confie qu'il avait toujours voulu le rencontrer pour mieux connaître son frère. Cependant, après avoir découvert la nature malveillante d'Orm, il ressent une profonde haine envers lui. L'arène de combat est alors ouverte, et Orm monte sur scène, où tout le peuple d'Atlantis assiste au duel. Orm annonce qu'Arthur l'a défié pour lui ravir son trône, et il accepte le défi avec plaisir. La faute crie qu'Arthur est un traître. Arthur utilise le trident de sa mère et se prépare à affronter Orm. Le combat commence, et comme prévu, Arthur est impressionnant sur terre mais peine sous l'eau. Il est rapidement submergé par les attaques incessantes d'Orm. Mera regarde avec inquiétude alors qu'Orm prend un morceau de lave et le lance vers Arthur. Heureusement, Arthur parvient à détruire la boule de feu, mais Orm réussit à briser le trident d'Arthur, ce qui provoque les acclamations de la foule en faveur d'Orm. Juste au moment où Orm s'apprête à tuer Arthur, une puissante vague le pousse en arrière. C'est l'intervention de Mera qui vient en aide à Arthur. Elle l'entraîne hors de l'arène alors que les soldats atlantes se lancent à leur poursuite. Mera et Arthur doivent passer par un mur de la ville, tout en évitant les tirs des canons qui les tentent. Orm cible leur bateau et réussit à le frapper, le faisant tomber dans la lave. Avant que le bateau ne soit englouti, Mera et Arthur parviennent à s'échapper. Arthur utilise ses pouvoirs pour communiquer avec une baleine et il se cache dans sa bouche pour échapper aux poursuivants. Ils réussissent ainsi à fuir sous l'eau. Arthur explique à Mera qu'il a toujours pu parler aux poissons depuis son enfance. Ils émergent finalement de l'océan sur une plage et se dirigent vers le désert du Sahara, où se trouvait autrefois le royaume des déserteurs. Mera et Arthur prennent un avion pour traverser le Sahara. Mera confie qu'elle ne pourra jamais retourner à Atlantis après avoir trahi Orm en sauvant Arthur. Bien qu'elle soit membre de la famille royale, les règles de l'Atlantide sont strictes et elle ne sera pas facilement pardonnée. Pendant ce temps, Orm parvient à localiser Mera grâce au bracelet qu'il lui avait donné précédemment. Dans une autre scène, Mera découvre l'emplacement du royaume des déserteurs et ouvre la porte de l'avion avant de sauter. Arthur suit Mera de près, et grâce à leurs origines atlantes, ils réussissent à atterrir en toute sécurité dans l'océan Indien. Manta est ensuite contacté par des soldats d'Atlantis via un hologramme. Ils lui promettent de l'aide pour vaincre Arthur et lui fournissent une arme capable de transformer l'eau en plasma à haute énergie. Manta modifie cette arme pour en faire une armure très puissante. Dans une autre scène, Mera explique qu'autrefois, le royaume des déserteurs faisait partie du peuple d'Atlantis, mais ils se sont séparés et se sont installés dans le désert du Sahara. Ce désert était autrefois une mer, mais quelque chose a assoché ses eaux, entraînant la chute du royaume des déserteurs. Arthur reproche à Mera de paraître perdu car il ne voit aucun signe de l'ancien royaume ici. Soudain, Arthur tombe dans un trou étrange et Mera le suit. Il découvre que le royaume des déserteurs se trouve sous le désert et trouve une salle d'armement où se trouve le trident d'Atlan. Il découvre également une pierre gravée avec l'image du trident. Mera connecte le tube qu'elle a reçu précédemment
mais rien ne se passe. Elle se rappelle que cet endroit était autrefois un royaume aquatique, et avec ses pouvoirs, elle extrait de l'eau du visage d'Arthur. Lorsque l'eau touche le tube, un cercle commence à bouger et projette l'hologramme du roi Atlan. Le roi Atlan explique que le trident renferme un immense pouvoir. Entre de mauvaises mains, il peut causer la destruction, mais entre celles d'un véritable héritier, il peut unir les mondes terrestres et marins. Pour le posséder, il faut regarder à l'intérieur d'un tracé de chemin uniquement visible au véritable roi. Mera détruire le tube pour empêcher Orm de mettre la main dessus. Soudain, le sol s'ouvre pour révéler un flacon contenant la carte du trident d'Atlan. Arthur prend ce flacon et il se dirige immédiatement vers la Sicile en Italie, comme indiqué sur la carte. Pendant ce temps, Orm atteint le royaume des pêcheurs dirigé par le roi Rico. Ce dernier refuse l'idée d'Orm de détruire les humains et est insulté par Orm qui le traite de lâche. En réponse, Rico attaque Orm, mais Orm parvient à parer son attaque et poignarde Rico avec son trident, tuant ainsi le roi. Orm nomme ensuite la fille de Rico comme son successeur pour préparer ses troupes en vue de l'alliance avec les soldats d'Atlantis qui se dirigent vers le royaume de Brine en Sicile. Arthur se souvient des paroles holographiques du roi Atlan et examine le flacon qui semble contenir une carte. Il cherche alors des statues représentant des rois et place le flacon dans la main d'une statue représentant Romulus, le premier roi de Rome. Cela leur permet finalement de localiser l'emplacement du trident d'Atlan. Soudain, une explosion rétentive. Arthur se retrouve face à Black Manta, qui arrive avec sa nouvelle armure accompagnée de soldats d'Atlantis. Cette armure est capable de tirer des rayons laser puissants. Arthur est en difficulté tandis que Mera est capturé par les forces atlantes. Arthur réalise alors que Black Manta est le fils du pirate qu'il a rencontré précédemment. Mera se bat contre les soldats atlantes pendant qu'Arthur affronte Black Manta. Mera parvient à neutraliser 3 soldats en ouvrant son casque rempli d'eau, ce qui les empêche de respirer sur la terre ferme. Arthur, blessé par un coup de couteau de Manta, tente de se défendre, mais Manta tire à nouveau, le faisant tomber. Heureusement, Arthur réussit à s'échapper. Dans une autre scène, Mera court sur les toits tandis que Manta continue de tirer sur Arthur. Un tir touche une grande cloche, et Arthur tombe tout en sauvant un enfant qui était sur le point d'être écrasé par celle-ci. La panique s'empare des habitants. Pendant ce temps, Mera est abattue par l'ennemi alors qu'elle aide les citoyens. Manta jette une corde pour attacher Arthur, mais après avoir repris ses esprits, Arthur riposte et parvient à projeter Manta au loin. Cependant, Manta utilise un couteau hérité de son père pour bénir Arthur. Malgré la douleur, Arthur réussit à repousser Manta. Mera, réalisant qu'elle est entourée de bouteilles de vin, utilise ses pouvoirs pour contrôler le vin comme arme contre les soldats ennemis. Alors que Manta tente de fuir, son armure subit une défectuosité. Arthur en profite pour lui lancer une chaîne de pierre qui le fait tomber au fond de l'océan. Mera rejoint alors Arthur, qui est épuisé avant de s'évanouir et lui révèle qu'elle a été équipée d'un dispositif de localisation. Elle comprend finalement que le bracelet donné par Orm était un traceur et le détruit. Plus tard, Arthur se réveille sur un bateau avec Mera et il se dirige vers le royaume des Trench comme indiqué sur la carte trouvée dans le flacon. Réalisant cela, Arthur insiste pour retourner en arrière car les Trench sont très dangereux. Cependant, Mera refusera car ils doivent récupérer le trident d'Atlan. Pendant ce temps, Orm est furieux de ne pas pouvoir localiser Mera et informer Vulko qu'il sait maintenant que Vulko a entraîné Arthur pour lui prendre son trône. Il ordonne alors à ses hommes de capturer Vulko. Cette nuit-là, au milieu d'une tempête en mer, leur bateau est attaqué par des prédateurs marins connus sous le nom de Trench. Ensemble, Arthur et Mera combattent ces créatures redoutables, mais leur nombre augmente rapidement. Arthur allume une fusée éclairante comme arme, sachant que ces créatures vivantes dans les profondeurs craignent la lumière. Arthur invite Mera à sauter dans l'océan, tenant une lumière dans sa main. Ils aperçoivent alors des ombres de milliers de créatures marines s'approchent d'eux. Ensemble, ils se dirigent vers un tourbillon lumineux et finissent par y plonger. À l'intérieur du tourbillon, Arthur et Mera se séparent. Mera, inconsciente, est sur le point d'être attaquée, mais quelqu'un vient à son secours. Cette personne la ramène sur la terre ferme. Arthur découvre que celle qui a sauvé Mera est Atlana, sa mère. Elle explique qu'elle a survécu au Trench en entrant dans le même tourbillon que Mera et Arthur. Ils se retrouvent alors au centre de la Terre. Atlana leur dit qu'elle ne peut pas retourner à Atlantis car le tourbillon qui les a amenés ici ne peut pas les ramener. Leur seul problème est d'utiliser le trident d'Atlan qui se trouve ici, mais il est gardé par un monstre nommé Karatan, qui ne laissera entrer que le véritable roi. Atlana affirme qu'Arthur est plus qu'un roi. Il est le héros des 2 mondes, terrestre et marin. Déterminé, Arthur s'avance vers la cascade où se trouve le trident. Il découvre le trident d'Atlan tenu par le roi, Atlan décédé. Soudain, Karatan apparaît et déclare qu'Arthur n'est pas digne d'être ici. Depuis des milliers d'années,
Karatan protège le trident des rois usurpateurs. Arthur tente d'expliquer qu'il n'est personne de spécial et qu'il est là pour sauver le monde de la destruction. Il essaie de prendre le trident et finir par réussir à l'attraper. Avec ce trident, Arthur se connecte à tous les habitants de l'océan. Pendant ce temps, Orm se prépare à attaquer le royaume de Breen, qui refuse de s'allier avec lui. Il projette de tuer le roi de Breen pour obtenir la plus puissante armée du royaume. Une grande bataille éclate entre l'alliance des trois royaumes et le royaume de Breen. Orm parvient finalement à neutraliser le roi de Breen. Alors qu'Orm s'apprête à tuer le roi, des tentacules géantes de Karatan émergent occasionnellement du sol pour interrompre la guerre. Arthur se bat contre Karatan, utilisant ses pouvoirs pour appeler toutes les créatures marines à l'aide dans la lutte contre les forces d'Orm. Mera souligne que cette guerre doit cesser immédiatement en raison des nombreuses pertes humaines. Elle prévoit de retrouver son père, tandis qu'Arthur doit vaincre Orm. Mera encourage Arthur à faire remonter Orm à la surface afin de le vaincre avec le trident d'Atlan qu'il possède. Les Trench finissent par se soumettre à Arthur, rejoignant ainsi la bataille contre Orm. Pendant ce temps, Mera retrouve son père et lui explique qu'Arthur a réussi à obtenir le trident d'Atlan, ce qui prouve qu'il mérite d'être roi des mers. Arthur parvient à faire remonter Orm à la surface, où tous les habitants d'Atlantis les suivent pour assister au combat tant attendu entre Arthur et Orm. Orm déclare que même si Arthur possède le trident d'Atlan, Atlantis ne l'acceptera jamais comme roi. Arthur défie Orm de poursuivre le combat pour déterminer qui est le véritable roi. Ils représentent leur duel. Orm est temporairement en difficulté, mais parvenir à inverser la situation. Arthur utilise un tourbillon d'eau, comme Vulko lui avait enseigné, pour attaquer Orm plusieurs fois, réussissant finalement à briser le trident d'Orm en morceaux. Se rendant compte qu'il a perdu, Orm demande à Arthur de tuer, mais Arthur refuse. À ce moment-là, Atlana arrive et enlace Orm, affirmant qu'Arthur l'a sauvé. Elle explique qu'Orm a été mal influencé par le roi Orvax, qui a semé la haine entre la terre et la mer. Atlana insiste sur le fait que la terre et la mer doivent coexister en tant que partenaires. Vulko arrive avec les forces atlantes et rend hommage à la reine Atlana. Il ordonne alors aux soldats de capturer Orm. Mera déclare qu'Arthur est le prochain roi d'Atlantis. Dans une autre scène, Black Manta est sauvé par le Dr Shine, qui réalise que l'armure de Manta possède une technologie atlante. Il demande alors à Manta de lui révéler comment il a obtenu cette technologie en échange de son aide pour vaincre Aquaman. Après la résurgence d'un ancien pouvoir menaçant de détruire Atlantis et le monde, Aquaman se retrouve confronté à un ennemi redoutable. Black Manta, plus puissant que jamais grâce au légendaire Trident Noir, est déterminé à se venger. Pour sauver son royaume, Aquaman doit faire alliance avec son frère Orm, l'ancien roi d'Atlantide, actuellement emprisonné. Ensemble, ils devront surmonter leurs différends et unir leurs forces pour empêcher une destruction irréversible. Après les événements du premier film, Arthur Curry ou Aquaman est désormais le roi de l'Atlantide. Il épousa ensuite Mera et eut un fils nommé Arthur Jr. Un jour, alors qu'Arthur et son père discutaient, il aperçut Arthur Jr. peu parler aux poissons dans l'aquarium. Arthur était très heureux car son fils avait hérité de sa capacité à parler aux poissons. Ailleurs, David ou Black Manta tente de réparer son costume qui a été endommagé lors du combat contre Aquaman. Cependant, le costume ne peut être réparé qu'à l'aide de la technologie Atlante. David et ses hommes ont également tenté de localiser l'Atlantide. Ici, il était également assisté du docteur Shine et obsédé par le désir de voir l'Atlantide de ses propres yeux. Cette recherche a amené David et son équipe dans la région arctique. Au milieu de la recherche, la couche de glace s'est soudainement divisée. Dr Shine et ses amis ont tenté de s'échapper, mais ils sont tombés dans un ravin. Dr Shine, qui a réussi à survivre, a immédiatement allumé les lumières depuis le toit de la voiture. Il tombe ensuite, créant une couche de glace devant le docteur. Shine s'est cassé. Soudain, de longs tentacules apparurent à l'intérieur de la couche de glace et les attaquèrent. Dr Shine a immédiatement contacté David pour lui demander de l'aide. Quelques instants plus tard, David est venu à son secours. Dr Shine vérifia les lieux et vit des couches de glace qui avaient fondu à cause du réchauffement climatique. Dr Shine dit alors que le tentacule qui venait de l'attaquer s'était jeté dans la rivière. David, curieux, avait l'intention de vérifier dans la rivière. David et son équipe ont enfilé des combinaisons et ont commencé à entrer dans la rivière. Au fond de la rivière, David aperçut les ruines d'étranges bâtiments. Dr Shine a également vu quelque chose derrière la couche de glace. Soudain, les tentacules réapparurent et les attaquèrent. Le tentacule jeta également David au fond de la rivière. David a alors vu plusieurs objets tels que des sous-marins et des robots sophistiqués qui s'y trouvaient. Il entendit alors un murmure lui disant de prendre le trident noir brisé qui se trouvait à proximité. David a ensuite assemblé le trident et a soudainement eu l'impression d'être possédé par quelqu'un.
Le personnage dit à David de le libérer. En retour, ce chiffre donnera à David un pouvoir énorme pour qu'il puisse détruire Aquaman. David fut ensuite réveillé à nouveau par ses hommes et apporta également le trident qu'il avait trouvé. 5 mois plus tard, le monde entier a été choqué par la température de la Terre qui a soudainement augmenté de façon drastique. Cela provoque des changements météorologiques extrêmes. Au même moment, dans l'océan se produisit une étrange épidémie due à une pollution massive qui tua les habitants de l'Atlantide. Arthur et Mera firent également face aux membres du Conseil qui tenaient une réunion pour discuter de cette question. Après cela, le Conseil a déclaré que l'épidémie était due à des actions humaines sur Terre qui ont pollué l'océan. Arthur répondit qu'il ne pouvait pas simplement blâmer les humains parce que les humains ne savaient pas qu'il y avait une civilisation au fond de cette mer. Arthur suggère que les habitants de l'Atlantide remontent à la surface pour se montrer aux humains afin de pouvoir négocier avec les scientifiques sur Terre pour réparer les dommages naturels survenus. Cependant, le Conseil refusa fermement. Ils sont prêts à remonter à la surface non pas pour négocier, mais pour lutter contre les humains. David et ses hommes réactivent le sous-marin et les machines qu'il avait précédemment trouvées sur les fonds marins. Grâce à l'aide du personnage qui le possédait, David a pu utiliser cette technologie. Cependant, ces machines nécessitaient un carburant appelé oricalque. Au cours des 5 derniers mois, David a volé de l'oricalque stocké à plusieurs endroits de l'océan. Cette fois, David et ses hommes avaient l'intention de voler de l'oricalque qui était stocké dans un entrepôt appartenant au royaume de l'Atlantide. David est ensuite descendu à l'aide d'un robot-pieuvre, tandis que le docteur Shine et Stingray surveillent depuis l'intérieur du sous-marin. Secrètement, David et ses hommes ont réussi à pénétrer dans l'entrepôt de stockage d'oricalque. Cependant, les actions de David furent découvertes par les soldats atlantes. David a dit à Stingray de venir le chercher et son sous-marin a commencé à entrer dans l'Atlantide par la porte d'entrée. Docteur Shine était stupéfait car c'était la première fois qu'il voyait les portes très fréquentées du royaume de l'Atlantide. Voyant un intrus arriver, le gardien de la porte a préparé un canon hydraulique et a activé un bouclier pour résister à l'attaque du canon. Docteur Shine a ensuite contré l'attaque en tirant des ondes ultrasonores qui ont causé des douleurs aux gardes. Le sous-marin a finalement réussi à pénétrer dans la zone de l'Atlantide. À l'intérieur, Mera et Atlana amènent des troupes pour chasser David qui tente de s'échapper. Atlana est alors attaqué par des ondes ultrasonores. Mera a ensuite créé un tourbillon, obligeant le robot calmar que David chevauchait à heurter un rocher. Alors que Mera était sur le point d'attraper David, David l'a soudainement attaqué avec un rayon laser, blessant grièvement Mera. Docteur Shine a alors demandé à David de s'enfuir car tout l'oricalque avait été mis dans le sous-marin. Apparemment, Arthur est venu avec les troupes atlantes. David endommage alors une voiture pour distraire Arthur. Après avoir réussi à sauver le train, Arthur est revenu pour chasser David. Mais tout à coup, Arthur a été touché par des ondes ultrasonores et s'est évanoui. Pour faire court, à la suite de cet incident, les membres du Conseil en colère avaient l'intention de révoquer le trône d'Arthur en tant que roi de l'Atlantide parce qu'il était jugé incapable de protéger le royaume. Pire encore, les humains ont réussi à s'introduire, ce qui signifie qu'ils connaissent déjà l'existence de l'Atlantide. Arthur a également discuté avec Neureux et sa mère, Atlana, de la précédente attaque de Black Manta. Arthur sentait que David devenait maintenant plus fort et disposait d'une technologie qu'il n'avait jamais vue auparavant. Atlana lui a alors dit que Black Manta avait volé de l'oricalque dans divers lieux de stockage au cours des 5 derniers mois. L'oricalque lui-même est un combustible très puissant mais nocif pour l'environnement, et ses effets peuvent provoquer un grave réchauffement climatique. Parce qu'ils ne pouvaient pas détruire l'oricalque sans précaution, les précédents responsables atlantes ont décidé de le stocker dans divers lieux de stockage dans l'océan. Après avoir entendu cette explication, Arthur eut l'intuition que le récent réchauffement climatique était dû à l'abus d'oricalque de Black Manta. Il devait arrêter Black Manta immédiatement, mais il ne savait pas où se trouvait sa cachette actuelle. Arthur a alors eu une idée et a dit que son jeune frère, Orm, saurait où se trouvait David ou Black Manta à ce moment-là. Orm a été emprisonné dans le royaume des pêcheurs pour avoir tué le roi pêcheur. Neureux a expliqué que la nation des pêcheurs ne voudrait certainement pas simplement libérer Orm. Arthur a également l'intention de s'introduire par effraction dans la prison des pêcheurs pour libérer Orm. Arthur demande de l'aide à sa mère et à Néré pour ne pas se faire prendre. Néré donna alors à Arthur un costume spécial qui pourrait le rendre invisible pendant un certain temps. Pendant ce temps, Atlana ordonne à un céphalopode nommé Topo d'aider Arthur car il ne peut pas utiliser d'appareil de communication pour éviter d'être détecté. Pour faire court, Arthur et Topo se sont rendus dans un désert très aride. Arthur est ensuite entré par effraction dans la prison, y a vaincu plusieurs gardes et a réussi à rencontrer Orm qui avait l'air très maigre à cause du manque d'eau. Au départ, Orm ne voulait pas être libéré car si l'on découvrait qu'Arthur l'avait libéré, il y aurait une guerre entre la nation des pêcheurs et la nation atlante. Arthur explique également qu'il a demandé de l'aide à Orm pour arrêter David avant que David ne détruise la terre.
En entendant les gardes commencer à se rapprocher, Orm accepte finalement d'aider Arthur. Avec l'aide de Topo, ils réussirent tous deux à s'en sortir. Arthur et Orm chevauchent ensuite un étrange animal jusqu'à la surface. Orm chancela vers la mer, et après que son corps ait été éclaboussé par l'eau de mer, les forces d'Orm récupérèrent. Orm bat alors tous les gardes qui le poursuivent. Arthur et Orm se précipitèrent à la mer car des dizaines de gardes commençaient à arriver de loin. Orm accepte finalement d'aider Arthur à arrêter David parce que David est entré par effraction dans l'Atlantide. Après avoir réussi à trouver où se trouve David, Orm se rendra à la prison de Fisherman afin qu'Atlantis et Fisherman restent en paix. Arthur et Orm se dirigent ensuite vers la ville où les criminels se rassemblent sur la mer, connue sous le nom de Pirate City. Alors qu'ils s'apprêtaient à entrer dans la ville, Arthur et Orm furent encerclés par des gardes. Tous deux ont ensuite été emmenés avec les jambes liées et amenés devant le chef de la ville nommé Kingfish. Orm demande alors à Kingfish s'il sait où se cache David. Kingfish a d'abord dit qu'il ne savait rien. Arthur en colère menaça alors d'envoyer des troupes pour détruire la ville. Kingfish a également ordonné à ses hommes de tuer Arthur et Orm. Cependant, Arthur et Orm parviennent à s'échapper et Arthur bat les hommes de Kingfish un par un. Arthur a ensuite mis un casque de plongée sur la tête de Kingfish et a demandé à nouveau où se cachait David. Le martin-pêcheur effrayé parla finalement. Il a entendu des rumeurs concernant un endroit dans le Pacifique Sud appelé Devil's Deep. L'endroit émet de la fumée verte qui crée un réchauffement climatique. Auparavant, l'endroit était stérile, mais maintenant une forêt dense y est soudainement apparue. Kingfish avait le pressentiment que de l'orical qui était brûlé, et David devait être là. Il s'avère que pendant tout ce temps, David se cachait sur l'île du Profond du Diable, où il brûlait de l'oricalque pour provoquer le réchauffement climatique. Réalisant que ce que David avait fait avait endommagé la Terre, le docteur Shine essaya de le rappeler à David, mais David s'en fichait parce qu'il avait été possédé par une figure maléfique. Pour faire court, Arthur et Orm sont arrivés à Devil's Deep Island. On peut y voir le volcan émettant de la fumée verte provenant de l'oricalque. Arthur dit alors à Topo de retourner à Atlantis et de lui indiquer l'emplacement de cet endroit. Arthur et Orm se précipitèrent alors dans la forêt. Au milieu de la forêt, ils aperçurent un très gros papillon qui fut ensuite mangé par une fleur carnivore. Cela montre que les animaux et les plantes se sont transformés en monstres sous l'influence de l'oricalque. Ils ont également vu un gros rat dévoré par un grillon géant. Les grillons ont ensuite poursuivi Arthur et Orm, les envoyant tous deux voler. Arthur aperçut alors une statue géante au bord d'une falaise et tenta immédiatement de pousser la statue jusqu'à ce qu'elle heurte. La statue s'est effondrée entre les falaises, formant un pont. Arthur et Orm la traversent immédiatement et renversent la statue pour se débarrasser des monstres grillons de l'intérieur de leur base. Docteur Shine est allé dans la chambre de David pour signaler quelque chose, mais David n'était pas là. Docteur Shine a alors vu un trident noir brisé, il l'a ramassé et l'a connecté. Soudain, le docteur Shine voit l'apparition de la glace sur le pôle fondre, libérant l'armée de monstres piégés à l'intérieur. David arrive alors et lui fait part de son plan pour libérer les monstres, menaçant de tuer le docteur Shine s'il essayait de contrecarrer ses plans. Dehors, Arthur et Orm commencent tranquillement à pénétrer dans la base secrète ennemie. Ils y ont vaincu plusieurs gardes, puis sont entrés dans le centre de contrôle. De là, ils voient un fourneau géant brûlant de l'oricalque, ce qui a entraîné un récent réchauffement climatique aléatoire. Docteur Shine entre alors et demande à Arthur et Orm de l'aider. Il n'était pas vraiment d'accord avec ce que faisait David, mais il ne pouvait pas s'en sortir. Docteur Shine lui a alors parlé du trident noir de David. Soudain, il y eut une énorme explosion qui fit voler Arthur et Orm. Stingray ordonne à ses hommes d'attaquer Arthur et Orm, tandis que Stingray lui-même chevauche un robot pieuvre pour attaquer. Voyant Orm en détresse, Arthur l'a immédiatement aidé. Grâce à la coopération d'Arthur et Orm, Stingray fut vaincu. Soudain, David apparaît pour les attaquer. Arthur dit à Orm que David est maintenant plus fort que jamais, mais Orm n'y croit pas. Quand Orm avançait, David le bloquait facilement. Arthur a ensuite attaqué David, tandis qu'Orm a aidé Arthur. David lança son trident sur Orm sans aucun soupçon, et Orm prit le trident. Soudain, Orm a une vision terrible du passé. Voyant Orm inconscient, David tire sur Orm avec son faisceau laser. Alors que David était sur le point de tuer Orm, soudain, il y eut une énorme explosion à l'extérieur. Il s'avère que Néré et les troupes atlantes sont venus détruire l'île du Profondeur du Diable. À l'intérieur, Arthur poursuit David dans l'eau, tandis que les hommes survivants de David s'échappent à l'aide d'un sous-marin. David s'est accroché au sous-marin pour s'échapper. Alors qu'Arthur était sur le point d'attraper David, il fut de nouveau touché par un tir ultrasonique qui l'écrasa en 2 gros rochers. Mera est alors venu l'aider. Une fois la situation sécurisée, Orm a déclaré que lorsqu'il tenait le trident noir, il avait une vision très terrible du passé.
il a vu un ancien royaume perdu appelé Nécrus. C'était un royaume maudit qui avait été effacé des archives historiques. D'après l'apparence qu'il a vue, Nécrus était autrefois un royaume de superpuissance qui exploitait le combustible d'oricalque et était dirigé par le roi Cordax, le frère cadet d'Atlan, le premier roi de l'Atlantide. Atlan a demandé à Cordac d'arrêter d'utiliser l'oricalque car cela pourrait détruire la Terre. Cependant, Cordac soupçonnait même qu'Atlan voulait s'emparer de son royaume. Cordac et ses hommes ont également créé une arme maudite, le Trident Noir, doté de radiation d'oricalque. Cordac se transforme, lui et son peuple, en monstre immortel pour combattre l'Atlantide. La guerre entre les deux frères ne pouvait être évitée. Pour faire court, Atlan a réussi à vaincre Cordac, puis à geler Cordac et tout le peuple Nécrus avec un sort scellé avec son sang. Pour garantir que le pouvoir obscur de Cordac ne revienne jamais, les archives concernant le royaume ont été effacées. Cependant, il s'est avéré qu'il y a 5 mois, David l'avait trouvé. Mera dit alors que même si la couche de glace fond, Cordac ne pourra pas être libre car pour le libérer, David a besoin du sang du roi Atlan ou de ses descendants pour briser le sceau. Arthur se souvenait également de son fils qui était resté seul avec son père. Il s'est avéré que c'était vrai. David est venu voir Thomas qui s'occupait de Junior. David poignarde Thomas et kidnappe Junior. Quelques instants plus tard, Arthur et les autres arrivèrent et aperçurent la maison de Thomas qui avait été incendiée. Thomas est ressorti plus tard avec une blessure au ventre. Arthur et les autres soignèrent immédiatement les blessures de Thomas. Thomas lui apprend que David a kidnappé Junior. Ailleurs, le docteur Shine ne put rester silencieux lorsqu'il vit que David avait kidnappé Junior. Il envoya alors un signal pour dire à Arthur où il se trouvait. Après avoir reçu le signal, Arthur et les autres commencèrent à bouger. Atlana n'a pas pu venir car elle devait s'occuper de Thomas blessé. En chemin, Neureux ne savait pas comment il combattrait le sous-marin de David qui était équipé d'un canon à ultrasons. Arthur a également eu l'idée de combattre le canon à ultrasons. Devant lui, David était arrivé en Antarctique et avait tiré un missile pour détruire le mur de glace devant lui. David et le docteur Shine s'avança alors sur le robot pieuvre portant bébé Junior. Pendant ce temps, derrière, Arthur était arrivé devant le sous-marin de David. Lorsque Stingray a l'intention de tirer un canon à ultrasons, Arthur convoque des centaines de baleines bleues pour entourer le sous-marin. Les baleines ont également émis des ondes ultrasonores plus fortes, endommageant le canon à ultrasons du sous-marin de David. David a été détruit par un incendie intérieur, mais il a réussi à entrer dans le royaume perdu, Nécrus. David et le docteur Shine s'est ensuite dirigé vers l'endroit où Cordac était détenu. Pendant ce temps, quand Arthur et les autres commencèrent à entrer dans le royaume de Nécrus, soudain une armée de monstres apparut pour attaquer. Le roi Bryn et ses hommes ont ensuite retenu les monstres et ont dit à Arthur et aux autres de continuer leur progression. À l'intérieur, David demande à Shine de lui remettre bébé Junior. Cependant, il s'est avéré que le docteur Shine est une bombe qui explose immédiatement. Docteur Shine avait l'intention d'emmener le bébé de Junior, mais David l'a immédiatement attaqué et lui a arraché Junior des mains. Alors que David était sur le point de poignarder Junior, Arthur lança son trident pour bloquer l'attaque. Arthur et David se battirent à nouveau avec acharnement. David, possédé par Cordac, parvient à vaincre Arthur. Alors que David était sur le point de tuer Arthur, Mera vint à son secours. Mera sauve alors Junior, mais David lance son trident sur Mera. Orm a eu la chance d'attraper le trident, mais cela a permis à Orm d'être possédé par Cordac. Cordac a alors demandé à Orm de le libérer en échange de l'aider à redevenir roi de l'Atlantide et à gouverner cette mer. Orm est resté silencieux. L'esprit de Cordac se déplace alors du corps de David vers celui d'Orm, et Cordac dit à Orm de tuer Arthur. En transe, Orm commence à attaquer Arthur. Les attaques continues firent gicler le sang d'Arthur à l'endroit où la magie était scellée, et Cordac fut finalement brisé. Cordac est enfin libre. Ici, Arthur essaie toujours de faire revivre Orm. Depuis son enfance, Arthur a toujours voulu avoir un frère ou une sœur. Il était très heureux car il s'est avéré qu'il avait un frère, Orm. Même si leur première rencontre ne s'est pas bien passée, Arthur espérait qu'Orm l'accepterait comme frère. En entendant cela, Orm réalisa finalement et lâcha le trident. Voyant Cordac qui s'était ressuscité, Arthur lança un trident noir sur Cordac, mais Cordac attrapa facilement le trident. Arthur lança alors son trident sur Cordax. Le trident a pénétré le trident noir et a facilement tué Cordax. Une violente explosion se produisit et le royaume Nécrus s'effondra finalement. Voyant David pendu au bord d'une falaise, Arthur tenta de lui proposer de l'aider à se relever, mais David refusa et choisit la mort plutôt que d'être aidé. Pour faire court, Arthur et les autres ont réussi à survivre. Arthur, ne voulant pas que son frère aille à nouveau en prison, dit à Orm de se cacher sur terre. Lui et les autres diront aux gens qu'Orm est mort après avoir été écrasé par les ruines de Nécrus. En entendant cela,
Orm fut reconnaissant et accepta finalement Arthur comme son frère aîné. Orm est convaincu qu'Arthur mérite d'être roi de l'Atlantide. Quelques jours plus tard, le monde est choqué par l'apparition à la surface de représentants du royaume Atlante. Arthur décide finalement de présenter l'Atlantide aux humains à la surface de la Terre, même si certains s'y opposent encore. Arthur a pris la parole lors d'un forum de l'ONU, proposant une coopération entre les gouvernements du monde et le gouvernement Atlante pour surmonter les problèmes climatiques survenus récemment. Pendant ce temps, Orm se déguise en être humain ordinaire et profite de la beauté d'être au chômage. Ainsi se termine le scénario du film Aquaman et le Royaume perdu. J'espère que vous apprécierez. Le message que nous retirons de ce film est que si vous devenez roi, ne soyez pas avare en payant des gardes du corps pour s'occuper de vos enfants. Écrivez vos critiques et suggestions dans la colonne des commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et à bientôt dans nos prochains contenus. Au revoir.